on va parler d'accompagnement. Il y a deux très beaux dispositifs qui existent, et essentiellement deux, pour accompagner les jeunes ou moins jeunes dyspraxiques dans leur insertion professionnelle et dans leur maintien dans l'emploi. Ce sont les prestations d'appui spécifiques troubles cognitifs et l'emploi accompagné. Accueillir les trois autres intervenants donc sur le dispositif emploi accompagné. Je vous explique rapidement ce que c'est que le dispositif emploi accompagné. Vous l'avez sous les yeux. Donc, inscrit dans la loi de modernisation du 6 août 2016. Donc, vous voyez ce qui est écrit. C'est un dispositif qui est départemental, mais tous les départements sont couverts. C'est suite à un appel d'offres de l'Agence régionale de santé. Donc, si vous voulez, on n'est plus sur le financement AGFIF, c'est le financement des agences régionales de santé. Donc, l'idée, c'est d'avoir un job coach qui suit de manière très rapprochée la personne dans son insertion professionnelle et dans son maintien dans l'emploi. Alors, les bénéficiaires, vous les avez ici, les travailleurs handicapés, voilà, donc vous avez toute la liste ici. Les diaporamas seront disponibles, de toute façon, si je me souviens bien, donc je ne vais pas insister très longtemps. La description du dispositif, vous l'avez là, le référent emploi accompagné, REA, qui accompagne le prestataire de l'emploi accompagné, qui suit la personne dans son emploi. L'intensité de l'accompagnement est variable suivant le moment où on se situe. Des fois, ça peut être au démarrage, souvent 20 heures par mois ou plus. Et puis, ça peut arriver jusqu'à un accompagnement de veille très, très limité. Il n'y a pas de limitation dans la durée, excepté la notification MDPH, on va y arriver vite fait. Et l'accompagnement peut durer plusieurs années. Voilà, donc c'est une des spécificités de l'emploi accompagné. En l'occurrence, dans le dispositif que j'ai utilisé, celui des témoins, il y a 4 modules que vous voyez ici, donc 4 types de modules. Et le référent emploi accompagné prend en charge simultanément un nombre limité de bénéficiaires. Bon, une vingtaine, a priori, d'après ce que je sais, à comparer à ce que vous pouvez imaginer pour des conseillers Pôle emploi, par exemple, qui souvent suivent 150 ou 200 bénéficiaires. Donc vous imaginez la différence de suivi et au plan volumétrique, si je puis dire. Voilà. Et les conditions d'admission dans le dispositif, alors là, on va y revenir. Dans l'état actuel de la situation que je connais, c'est une notification MDPH. Donc, c'est la personne qui demande, au travers du dossier MDPH, la notification de l'emploi accompagné. Et c'est les MDPH et les CADAPH, je le sais puisque je siège, comme Diane, comme d'autres, dans cette salle, qui donc notifient le dispositif emploi accompagné. Alors, c'est une des difficultés qu'on rencontre, c'est autant les PASS et les prestations d'appui spécifique troubles cognitifs de monsieur Essartier, de l'AGFIF, et j'en remercie Didier Essartier, sont financés dans les régions que je connais, tout au moins, il n'y a pas de souci. Autant l'emploi accompagné, eh bien, nous avons quelques difficultés en matière de place. Alors, le dernier comité interministériel sur le handicap, le CIH de février, du 3 février ou 2 février 2022, a indiqué qu'il y avait 5000 personnes suivies dans le cadre de l'emploi accompagné fin 2021, qu'il y en aurait 10 000 fin 2022. Donc déjà un doublement, c'est déjà bien. Ce qu'on espère, alors, cette vidéo sera peut-être visionnée par des personnes du ministère de la Santé, c'est que ça puisse profiter également à nos handicaps, parce que j'ai tendance à penser que les handicaps neurodéveloppementaux, comme le trouble du spectre autistique, sont des handicaps qui ont vraiment besoin, pour un certain nombre d'entre eux, du suivi par l'emploi accompagné. Donc si ça pouvait profiter à nos handicaps, ça serait vraiment important pour nous. Et alors, le dernier point que j'ai marqué ici, c'est un point sur lequel j'interrogerai M. Essartier, parce qu'il y a une modification du Code du travail du 30 juillet 2020 qui permet la prescription de l'emploi accompagné non plus uniquement par les MDPH, mais également par les prestataires du service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. Sauf que sur le terrain, moi je vois, j'en entends dire que c'est mis en œuvre, et pourtant c'est dans le Code du travail, c'est mis en œuvre dans l'Hérault, dans les Landes. Je n'ai pas une vision sur l'ensemble du territoire national. Ce que je sais, c'est que dans mon département, dans les départements limitrophes, ce n'est pas mis en œuvre. C'est toujours une notification MDPH. Donc, j'avais besoin d'une clarification lors de la vidéo de présentation, lors de la vidéo et la visio de préparation avec M. Essartier.
je lui ai demandé s'il pouvait nous faire une clarification, parce qu'effectivement, ça a été évoqué il n'y a pas très longtemps. Il y a une circulaire qui doit paraître, qui est parue d'ailleurs, avec des plateformes. Donc vous nous éclairerez là-dessus, si vous voulez bien, monsieur le directeur général, après l'intervention des trois du trio sur l'emploi accompagné. Alors donc, je présente sur l'emploi accompagné Élodie Viargue, donc, qui est là encore, c'est une personne bénéficiaire, donc salariée dyspraxique de la mairie de Toulouse. Travaille dans des CLAE, dans un CLAE d'ailleurs. Fatima Gaillet, qui est référente emploi accompagné entreprise inclusive 31, donc le prestataire qui a eu le marché en Haute-Garonne de la part de l'ARS pour mettre en œuvre l'emploi accompagné. Et Frédéric Lacaze, qui est chargé de mission handicap de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, qui est donc l'employeur d'une certaine manière, même si ce n'est pas lui directement, c'est le maire, je suppose, l'employeur, mais Jean-Luc Moudinque, qui est l'employeur d'Élodie. Donc, Élodie et Fatima, est-ce que vous pouvez, de la même manière, on va reprendre un peu la même distribution, évoquer le parcours d'Élodie sans remonter jusqu'à la maternelle, voilà, donc plutôt l'aspect professionnel ou les aspects qui éclairent sa vie professionnelle actuelle. Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Élodie, j'ai 23 ans et je suis animatrice en périscolaire depuis 2 ans à la mairie de Toulouse. J'ai une RQTH depuis longtemps. J'ai des troubles de 10 depuis mes années scolaires, des troubles scolaires et qui ont permis d'avoir un parcours atypique des enfants basiques, on va dire. C'est en français. J'ai fait CLIS, SECPA, et quand on bascule en SECPA, est égal à orientation. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas du tout. Et du coup, je conseillerais d'orienter les conseillers d'orientation, les directeurs de lycées professionnels, de connaître notre handicap et aussi que nous, on connaisse notre handicap pour bien expliquer notre fonctionnement, comment gérer la fatigue, comment gérer plein de choses. J'ai été déscolarisée à 17 ans. J'ai commencé à travailler de suite après le BAFA. Avant la déscolarisation, je me suis déscolarisée parce que je partais en dépression pratiquement, découragée par le système scolaire. Je ne rentrais pas dans les cases. C'était vraiment un combat du combattant. Suite à la déscolarisation, je me suis pris un coup de pied aux fesses par ma mère et je me suis partie au BAFA. L'animation m'a relevée et j'en suis là aujourd'hui devant vous grâce au soutien de ma famille. Donc, à un moment, vous avez croisé le parcours, le dispositif emploi accompagné. Alors, comment ça s'est passé avec le soutien de Fatima? Vous pouvez nous expliquer. Donc, Fatima, qui est job coach, en bon français. Avant ça, j'ai passé le permis. Pardon. Ah oui, vous avez le permis. J'ai passé le permis boîte auto, du coup. Et là, c'est là où j'ai eu la RQTH et que j'ai rencontré Fatima, qui m'a épaulée pendant 3 ans et encore aujourd'hui. Donc ça fait 3 ans, effectivement. Ouais, 3 ans. Donc vous avez fait une demande auprès de la MDPH, oui. D'emploi accompagné. Oui. Ça a été comment? Vous l'avez eu le premier coup, il a fallu y revenir j'ai dû refaire un bilan, orthophoniste, ergothérapeute. D'accord, mais la MDPH, vous n'avez pas eu de difficulté pour obtenir le dispositif emploi accompagné? Oui, vous m'entendez? Bon, c'est bon. Donc, Fatima, donc, je suis job coach ou référent emploi accompagné sur le I31. En fait, la MDPH peut auto-prescrire l'emploi accompagné. Et pour Élodie, c'était le cas parce que Élodie commençait un emploi, qu'il commençait à y avoir des difficultés sur cet emploi, et elle a prescrit l'emploi accompagné pour le maintien de cet emploi. Les personnes qui arrivent sur l'emploi accompagné peuvent y arriver pour un accès à l'emploi, quand elles sont prêtes à l'emploi, pour un maintien et pour l'évolution dans l'emploi. D'où la durée en fait, de l'accompagnement qui peut être très très long.
Voilà. Et vous êtes rentré facilement dans le dispositif? Il y a eu des temps d'attente? Parce que certains parlent de délai d'attente. Alors, non, le dispositif sur la Haute-Garonne est né en 2018 de mémoire. On arrive aux 4 ans. Et Elodie est arrivée, ça fait 3 ans et demi que je l'accompagne, donc elle a fait partie des premières qui ont été orientées. On était quand même une équipe assez conséquente, donc du coup, on est monté en charge progressivement, avec aussi la connaissance des nouvelles fonctionnalités du dispositif emploi accompagné. D'accord. Donc vous avez dit un point, c'est important, les MDPH peuvent s'autosaisir, pas uniquement sur l'emploi accompagné d'ailleurs, à partir du moment où l'étude d'un dossier montre qu'une personne n'a pas fait une demande, mais qu'elle pourrait y avoir droit, les MDPH ont depuis quelques années la possibilité de s'autosaisir. Point très important, peut-être pas toujours mis en œuvre dans toutes les MDPH. C'est pour ça que je le précise. Elodie est maintenant à 28 heures, dans un CLAE, Oui. un seul. Alors, peut-être pour la petite histoire, donc, quand elle est rentrée, elle était sur cet emploi. Rapidement, on a évalué que les aménagements, puisque c'est la fonction du job coach, c'est d'aller évaluer avec l'employeur les possibilités d'aménagement, les propositions d'organisation qu'on peut mettre en œuvre pour la prise en compte du handicap. Ce qu'on a pu faire, c'est quand on a évalué que c'est pas possible ou que ça va être compliqué, qu'en termes organisationnels, l'entreprise elle peut pas forcément répondre à toutes ces demandes, on a fait le choix avec Elodie et sa maman de commencer à prospecter peut-être pour un autre emploi. Voilà, c'était une décision qu'on a prise ensemble, d'où cette relation de confiance qu'on noue au fur et à mesure avec les familles, avec la personne, parce que c'est quand même les personnes les plus expertes, y compris Elodie, qui aujourd'hui devient experte de son handicap. C'est aussi le travail qu'on essaye de mener, qu'elle-même puisse présenter aussi ce en quoi elle a besoin d'aménagement. Donc on a fait ce choix-là de commencer à prospecter ailleurs, ensemble. C'est là où on a fait appel au réseau et essentiellement aux référents handicap, parce que ça reste quand même la porte d'entrée dans les entreprises pour faciliter après nous notre venue dans les entreprises, pour ne pas être perçus non plus comme des gens qui vont s'immiscer dans l'organisation des équipes, des chefs d'équipe et des entreprises. Le référent handicap est vraiment notre porte d'entrée. Et donc, Monsieur Lacaze a été notre interlocuteur. Du coup, avec Frédéric Lacaze, qui est donc le chargé de mission handicap de la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole. Donc, vous n'êtes pas directement en relation hiérarchique avec Elodie. Vous avez une structuration du dispositif mis en place par la mairie de Toulouse. Bon, c'est vrai, et Toulouse Métropole, c'est vrai, gros employeur. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bonjour et merci à Monsieur Demange pour l'invitation. Alors, mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, c'est à peu près 13 000 agents, 80 directions, plus de 200 métiers, donc c'est une grosse machine. Et effectivement, moi je suis un fervent défenseur de l'emploi accompagné parce que ça a une utilité pour la personne accompagnée, mais ça a également une utilité pour l'employeur, qu'il soit privé ou public. Parce que ça permet d'être là au quotidien pour accompagner l'agent, le manager, le collectif de travail, pour que l'inclusion se fasse du mieux possible. Et je dirais, au vu de ce qu'on se dit dans ce cas précis, mais dans d'autres cas, le référent handicap, c'est un peu le facilitateur qui va faire le lien aux besoins vers différents interlocuteurs. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais par rapport à Elodie, il y avait besoin d'un logement au plus près de l'emploi. Donc là, j'ai pu faire le lien avec l'assistante sociale et le comité d'entreprise de la collectivité pour aider Elodie par rapport à la caution. Après, on peut faire le lien avec la psychologue s'il y a besoin. S'il y a besoin d'ergonomes, on peut mettre en place une étude ergonomique ou avec un conseiller en prévention, une étude de poste. On a des infirmières de travail, on a les associations de médecins au travail qui, pour petite parenthèse, on va bientôt les sensibiliser à l'emploi accompagné parce qu'à leur niveau, ils ne connaissaient pas jusqu'à maintenant le dispositif et ça a tout intérêt pour un médecin de connaître le dispositif par rapport à la personne pour faire le lien, pour mettre en place si besoin. Au vu de la table ronde précédente, je pense que Thomas pourrait rentrer dans le dispositif de l'emploi accompagné. Ça aiderait à sécuriser son maintien en poste. Ça pourrait être intéressant pour lui. On en discutait avec Madame Gaillet tout à l'heure.
Donc oui, moi je trouve que c'est un beau dispositif qui a été mis en place et qui aide soit à trouver un poste, soit dans le cas présent à maintenir en poste Élodie. Alors, merci Monsieur Lacasse. Donc Élodie, dans vos compensations, si je puis dire, c'est surtout des compensations organisationnelles. Vous êtes à 28 heures, si je me souviens bien. Vous êtes à temps partiel, donc, ce qui a aussi une incidence financière, parce qu'effectivement... J'allais en parler. En tant qu'animatrice, on ne peut pas travailler à temps plein, et mon corps non plus. Du coup, Donc, je voulais poser la question aux professionnels. Qu'est-ce qui est différent entre le temps d'apprentissage à l'école et le temps qu'on passe au travail? Notre fatigabilité reste la même. Fournir 35 heures, 28 heures, 20 heures. Pour nous, la capacité à effectuer les tâches demandées, c'est la même difficulté pour moi de respecter notre engagement à faire 20 heures, 28 heures. Ça nous demande beaucoup. Et après, on ne peut rien faire à côté. Donc, grâce à l'emploi accompagné, j'ai pu découvrir les loisirs de la vie. Enfin, reprendre goût. Parce qu'enfant, orthophoniste, ergothérapeute, tout ça, chacun ses passions. Ouais. Voilà. Donc, financier... Oui. Sur l'aspect financier, bon, vous avez l'AH, mais du coup, vous ne la touchez pas, vu que vous avez un salaire. Vous avez l'AH, mais vous ne la touchez pas. C'est l'évaluation qu'on a à faire aussi sur l'emploi accompagné, c'est effectivement la mise en emploi. Néanmoins, on s'aperçoit qu'on a très peu de gens qui travaillent à 35 heures. Le fait de pouvoir mettre la question du maintien dans l'emploi, c'est aussi l'aménagement du poste de travail. Pour sécuriser l'emploi, c'est aussi que l'emploi... nous, on a l'habitude de dire, quand on parle d'inclusion, c'est à l'environnement de s'adapter à la personne. Les propositions que l'on fait aux entreprises ont cette vocation-là. Quand on aménage les heures, effectivement, on réduit le temps de travail, mais ça sécurise l'emploi. Donc du coup, pour nous, c'est aussi une évaluation de pouvoir mesurer l'importance du handicap et le frein que porte le handicap sur ce maintien dans l'emploi. Donc on sollicite la MDPH à nouveau pour demander l'AH, puisque la vocation de l'AH, c'est bien ça, hein, c'est la compensation du handicap. Et donc, pour certains, pour la situation d'Élodie, par exemple, elle cumule. En tout cas, elle bénéficie de l'AH et de son salaire, ce qui lui permet d'avoir une activité, en tout cas des revenus qui lui permettent d'avoir une vie sociale, d'être un FJT, puisqu'on a pu construire ce projet-là, de mener quelques activités à l'extérieur pour aussi se décentrer de l'emploi, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, c'est que quand on retrouve un emploi, on a tendance à trop l'investir, et pour des jeunes comme Élodie, ça demande énormément et de temps et d'énergie, et ça ne laisse pas beaucoup de place à autre chose. Et d'autres problématiques viennent se greffer. Donc on a proposé pas mal d'activités à Élodie, de manière modérée, pour simplement équilibrer un petit peu les niveaux d'investissement qu'elle pouvait porter, de manière à ce que tout ça tienne la route. Et le job coach est présent au plus près de l'entreprise, puisqu'on signe une convention tripartite entre elle et l'entreprise et nous, pour dire, tant que vous en avez besoin, on est là. Ils peuvent nous solliciter à tout moment. C'est pour ça qu'on n'accompagne que 20 personnes, hein, parce que ça veut dire que si Élodie m'appelle ou que l'entreprise m'appelle et qu'il faut que j'y passe la matinée le lendemain, il faut que j'ai du temps disponible. Et ça, pour les 20 personnes que j'accompagne. Après, les difficultés qu'il peut y avoir, c'est par exemple quand le manager change. Donc là, il y a besoin de réexpliquer l'accompagnement, les difficultés que peut avoir Élodie. Donc c'est pour ça que le dispositif est en veille par rapport à ça. Il peut y avoir dans le collectif de travail, voilà, le personnel bouge, donc il y a des départs, des nouvelles arrivées. Il y a besoin de sensibiliser également les nouvelles personnes à ce que engendre, parce qu'après le handicap, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'aspect médical du handicap, mais voilà, c'est savoir qu'est-ce que ça occasionne dans la vie de tous les jours et quel aménagement il y a besoin. Donc c'est l'intérêt de l'emploi accompagné, ça va être aussi à ce niveau-là.
Oui, effectivement, ce qui vous importe, vous, c'est le retentissement du handicap et même à la limite pas le nom du handicap. Bon, même si bien souvent, et là encore l'exemple d'Élodie le montre, c'est un peu d'un contre-exemple par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, Élodie a cité son handicap. Bon, voilà. Oui, mais ça a été au début quand on m'a dit le mot dysprasie à 18 ans. Alors, je savais que j'avais dyslexie, dyscalculie, mais c'était plutôt scolaire. Quand on m'a dit voilà, je ne savais pas quoi faire. On était perdus avec ma mère. On demandait au secours et à la fois j'en avais marre des prises en charge. J'étais en braqué contre les aides. Donc le dispositif m'a repris confiance en moi, en tout, aux gens, aux employeurs. Enfin, c'est vraiment important de connaître son handicap pour bien l'expliquer et assumer qui on est pour être... Et vous avez travaillé justement sur cette question de communication avec Fatima dans le cadre de l'emploi accompagné, communication par rapport à votre handicap, essentiellement son retentissement. Lors de la préparation, vous avez cité un mot, veto, par rapport au fait d'aller faire des remplacements dans un autre CLAE. Ça aussi, c'est une compensation organisationnelle. C'est-à-dire que Élodie reste dans un CLAE et elle n'est pas susceptible d'aller naviguer ailleurs. La fonction d'animateur socioculturel est assez... il faut tenir, hein. Il faut tenir la journée, vous faites des allers-retours le matin de 11h30, midi et demi, vous faites le repas, vous rentrez chez vous ou pas, ou vous restez, au début elle avait un lieu de pause et puis elle repartait à 16h. En termes de repos, il fallait trouver le bon rythme, mais du coup j'ai oublié votre question. Vous avez dit qu'elle ne travaille que dans un CLAE. Oui, dans un seul CLAE, et il a fallu mettre barrage parce que du coup elle apparaît sur la liste des animateurs. Et quand il y a un remplacement à faire sur une autre école ou quand il y a une journée de grève, on l'appelle par exemple à 14h directement et on lui dit est-ce que il faudrait que tu ailles de l'autre côté de Toulouse. Donc ça, on l'a travaillé avec Monsieur Lacaze, mais aussi avec sa directrice, parce que parfois ça ne passe pas aussi, c'est des grosses structures, ça passe pas par Monsieur Lacaze. Et du coup, c'est sa directrice qui prend l'appel et qui fait barrage. Et si ça suffit pas, parce que parfois ça suffit pas, la personne n'est pas informée, il n'y a pas marqué Élodie Viargue, RQTH, ne pas appeler en cas de remplacement. Du coup, il passe par moi, Élodie m'appelle, et c'est moi directement qui appelle la personne en disant non, vous ne l'appelez pas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui se réorganise régulièrement. On sait très bien que dans un mois, il est possible que cette situation réapparaisse et qu'on soit sur la même organisation. Alors, on n'a pas encore trouvé comment éviter, mais l'essentiel, finalement, serait que, peut-être à un moment donné, Élodie ait les clés pour pouvoir dire non, là, je ne peux pas pour telle raison, et ne pas se sentir ni dans la culpabilité, ni en défaut vis-à-vis de son employeur, parce que ça a été acté, parce que ça a été validé, et que, ça, ce serait la projection future. Voilà, bon, écoutez, moi j'avais juste une dernière question. Monsieur Lacaze, vous vouliez dire... Oui. Par rapport à l'exemple de parler du handicap ou pas, j'ai un contre-exemple d'une personne dyspraxique qui est rentrée en poste, qui n'en a pas parlé au moment du recrutement, qui n'en a pas parlé au moment où il faisait son dossier de carrière, qui n'en a pas parlé le long de son contrat. À la fin, ça n'a pas marché. Donc là, je suis en train de reprendre la situation, le réorienter sur un autre poste où on va mettre en place de l'accompagnement. Alors je pense que ça sera d'abord une prestation d'appui spécifique et éventuellement l'emploi accompagné, mais il y a besoin de sécuriser le parcours. Après, il faut que la personne soit partie prenante de ces actions. Mais bon, là, je pense qu'au bout d'1 an, on va dire, d'échec, je pense qu'il a compris que là, il y a besoin qu'il puisse être accompagné pour sécuriser la suite. C'est important ce que vous venez d'indiquer parce qu'effectivement, un certain nombre de personnes me disent que les prestations d'appui spécifique, troubles cognitifs et l'emploi accompagné peuvent se succéder dans cet ordre-là. Je pense que on l'a vu avec les deux tables rondes, les deux se combinent et vont bien ensemble.
J'avais une dernière question, avant de passer la parole à Didier Sartier. C'est quid des parents dans votre cas? J'entends que vous êtes assez proche d'Élodie. Je sais que j'ai eu sa maman, on a vu sa maman aussi lors de la préparation. C'est vous qui dialoguez avec la maman d'Élodie? Comment ça se passe, le lien avec les parents? C'est pas Frédéric Lacasse directement, donc... Alors après, dans d'autres cas, ça arrive. Mais c'est aussi l'intérêt du dispositif emploi accompagné où Fatima Gaillet va faire l'interface entre l'agente, la maman, le manager, le collectif de travail. C'est un peu le rôle voilà, l'interface. Voilà. Après, tout dépend de la porte d'entrée en fait sur l'emploi accompagné. Il y a des situations où les parents sont déjà voilà, dans la situation et le but c'est pas de les évincer et de dire bon maintenant on prend le relais. L'idée c'est de travailler ensemble. C'est vraiment, vous verrez dans l'hymne à l'inclusion, un de mes collègues parle d'une belle expérience humaine. Moi après 4 ans d'exercice, je trouve que ce sont de belles expériences humaines parce qu'on prend le temps. Moi, je viens du secteur médico-social et ce qui nous manque aussi dans les accompagnements, c'est souvent le temps. Il y a toujours des échéances qui viennent, voilà, et on n'a pas le temps forcément de préparer la suite. Là, pour le coup, on a le temps de construire, les relations avec les employeurs qui, au-delà de la bienveillance, font aussi preuve quand même de beaucoup d'engagement et on en a. Mais ça demande du temps et ce temps on l'a. Donc pour une fois qu'un dispositif nous en dispose, à chacun du coup, on le prend. Bien, écoute.